Et j'assimile bien entendu à cet objectif stratégique l'action de l'Union européenne qui vise à contrer les opérations organisées, systématiques de propagande et de fake news dont les acteurs n'ont pas hésité à exploiter le terrain fertile qui a été offert par la pandémie. Enfin, chers amis, je pense que nous ne relèverons pas ce défi de la transformation si nous ne sommes pas aussi capables, et ce sera difficile, de nous réinventer. Je suis convaincu que face à une crise d'une telle ampleur, nous avons le devoir historique de placer notre ambition et nos projets dans la perspective d'un nouvel horizon. La paix et la prospérité sont et restent nos points de mire. Mais ma conviction est que nous devons désormais viser aussi une valeur qui englobe et dépasse ces objectifs. Une valeur que nous avons redécouverte au quotidien, avec une acuité nouvelle renforcée. Parce qu'elle a été cruellement mise en danger par le virus, il s'agit du bien-être personnel et collectif, économique, social, sanitaire, culturel, qui ne se résume pas à la seule prospérité économique. Ce nouvel horizon est celui d'une société de dignité et de bienveillance vers laquelle les objectifs stratégiques de l'Union énumérés plus haut dessinent le chemin. L'Europe peut, et même doit, à l'intérieur comme à l'extérieur, en être la promotrice. Enfin, je voudrais développer maintenant quelques réflexions peut-être plus pragmatiques qui m'amènent à vous parler du processus de négociation qui est en train de démarrer. Il revient en effet au Conseil européen, c'est-à-dire aux 27 États membres, de se mettre d'accord sur un projet commun. Et le Parlement européen devra aussi prendre attitude. Ma première observation, c'est une mise en garde collective. Ne sous-estimons pas la difficulté de la négociation qui est en train de s'enclencher. Cette proposition, à de nombreux égards, est inédite par sa nature et par son ampleur, mais nous n'y sommes pas encore. Vous savez que des divergences importantes existent sur plusieurs points clés de ce projet, sur l'enveloppe globale, sur la répartition entre les prêts et les subventions, sur les critères de répartition des moyens financiers, sur les conditions d'attribution du fonds. Plus que jamais auparavant, cette négociation, elle est difficile, parce qu'elle impose à tous les États membres d'envisager de réviser certains des principes auxquels ils sont depuis tellement longtemps attachés. Or, pour qu'une négociation comme celle-ci réussisse, chacun autour de la table doit tenter de voir et de comprendre la réalité du point de vue de l'autre et accepter ensuite de remettre en question ses propres tabous. Tout le monde ne partage pas la même interprétation de ce qu'est concrètement la solidarité. Pas plus que tout le monde n'est pas spontanément d'accord sur ce qui doit découler concrètement du principe de responsabilité. Et si les uns et les autres ne font pas l'effort de se placer au point de vue d'en face, nous ne pourrons pas y arriver. Ce processus d'alignement vers un consensus a commencé, mais le chemin à parcourir, il est encore long. Il est parsemé d'embûches, il faut tous en être conscients. Ma seconde observation est la suivante. Les objectifs que les 27 se sont fixés et que j'ai évoqués il y a un instant sont communs. Et aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 2 ou 3 mois, je pense que les 27 sont conscients que l'opération de solidarité financière que nous tentons de mettre en place ne relève pas de la charité, mais bien de l'intérêt bien compris de chacun. Tout le monde a un intérêt vital à restaurer pleinement notre grand marché intérieur et à préserver la stabilité et le renforcement de la zone euro. L'objectif, il est donc commun. Mais il reviendra à chacun de décider de son chemin et de la manière d'atteindre les objectifs. Le plan européen de relance sur lequel nous travaillons, il ne va pas remplacer ou se substituer aux plans nationaux. Il doit les renforcer. C'est pour cela que le travail que vous entamez ici, cher Giuseppe, chers amis, il est essentiel. Il l'est pour 2 raisons. D'abord et surtout, c'est évident, parce qu'il constitue une urgence pour les Italiens qui attendent des solutions. Et comme ancien Premier ministre belge, je sais que réformer, transformer, c'est difficile. Cela requiert une volonté tenace, inébranlable, et aussi la nécessité de mobiliser en permanence l'adhésion des citoyens dans nos processus démocratiques. Mais ce vaste plan européen que nous devons, je le crois, mettre en place
peut aussi constituer une occasion unique pour l'Italie, l'occasion de réaliser les transformations indispensables pour un avenir plus solide en Italie et en Europe. Soyons tous courageux et responsables. Dans l'entreprise de solidarité à 27, plus nous serons ambitieux et courageux sur le plan national, plus nous renforcerons la puissance du projet européen. La solidarité n'est pas un chemin à sens unique. Elle suppose d'une part la mobilisation des moyens pour soutenir les régions, les secteurs qui sont les plus touchés. La solidarité, c'est aussi réaliser les transformations indispensables pour renforcer chacun des États membres et donc l'Union européenne dans son ensemble. Renforcer l'Italie, c'est aussi renforcer l'Europe. Cher Giuseppe, cher ministre, je vous remercie, je vous souhaite des travaux fructueux.